Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette troisième édition du Live Métier, nous accueillons donc Dorothée qui va nous parler de son métier de responsable marketing produit. Bienvenue Dorothée et merci encore de prendre le temps. Pour me présenter, pour ceux qui participent, je suis Camille, donc Talent Acquisition Manager de Chance. Mon job, c'est de recruter les équipes en interne. C'est moi qui vais animer ce live. Dorothée, ce que je te propose avant de commencer à te poser plein de petites questions, c'est de te présenter en 5 minutes. Ok, très bien. Donc du coup, je parle de mon parcours, je pense. Tout à fait. Ok. J'ai eu un parcours, on va dire à peu près classique, où j'ai passé un bac scientifique. Ensuite, après le bac S, par contre, je savais pas trop ce que je voulais faire, parce que je voulais pas rester dans la voie scientifique. Et donc je suis partie 1 an aux États-Unis. Où j'étais dans une famille d'accueil et voilà, vraiment en pleine immersion, puisque j'étais la seule française, donc voilà. Et ensuite, quand je suis revenue, du coup, j'ai intégré une école de commerce dans une filière management international. Je savais toujours pas ce que je voulais faire, mais c'était pour l'aspect justement international qui m'intéressait. Et ensuite, au fur et à mesure des cours que j'ai pris, parce que ce qui était bien, c'est que j'avais choisi une filière où il y avait était assez généraliste, où il y avait plein de matières différentes. Et donc, en explorant plein de matières et en faisant des stages, je me suis vraiment aperçue que le marketing m'intéressait. Et notamment, en faisant la révélation, ça a surtout été quand j'ai fait un stage d'assistante chef de produit, où là, vraiment, ça m'a énormément plu. Donc ensuite, après, j'ai cherché du boulot et grosso modo, voilà, je vais résumer un peu ma carrière. Donc, j'ai travaillé pendant 15 ans en tant que chef de produit, responsable marketing communication et responsable marketing produit, dans 2 secteurs principalement, donc dans le meuble B2B, c'est-à-dire le mobilier de bureau et le mobilier, par exemple, pour les bibliothèques, médiathèques, mobilier collectif. Donc, par exemple, pour les restaurants, hôtels, écoles, bref, etc. Et dans la menuiserie extérieure, donc la menuiserie extérieure, c'est tout ce qui va être fenêtre, porte d'entrée, portail, voilà. Et donc voilà. Et puis ensuite, pendant ce parcours, vers la fin, j'ai fait à un moment donné un burn-out. Et depuis, par contre, mon cursus, j'avais toujours eu envie de m'expatrier. Et mon mari partageait la même envie. Et donc, ayant fait ce burn-out, et après, j'ai enchaîné 2 expériences pro, mais qui m'ont pas satisfait, voilà. Et donc, du coup, on est parti 1 an faire un tour du monde, donc avec mon mari et mon fils. Et à mon retour, j'ai fait le parcours Chance, justement pour un peu réfléchir comment je voulais orienter les choses. Parce que je me posais pas mal de questions vu que j'adore mon métier, vraiment ça me passionne. Le problème c'était plutôt le comment le faire pour que ça me fasse toujours vibrer. Et donc au fur et à mesure du parcours Chance, l'expatriation est revenue assez fort et donc là je me suis installée à Barcelone depuis 2 mois. Ok. Et je suis toujours quand même en train de réfléchir à ce que je veux faire, dans le sens où quand je vois les annonces, ça me stimule pas vraiment. Et donc là, je pense vraiment très fortement à me lancer plutôt à mon compte en tant que consultante marketing. Ce que j'avais un petit peu testé, mais vraiment sur une toute petite période en France pendant quelques mois. Donc en tant que consultante marketing produit et stratégie de marque, pour les fabricants français, voilà, avec une démarche éco-responsable. Ce serait un peu ça mon positionnement. Voilà. Ok. Tu as bien la chance d'être à Barcelone aujourd'hui. Je pense qu'il fait bien meilleur qu'à Paris, en tout cas. Et du coup, finalement, pourquoi le marketing digital? Pourquoi ce choix de métier spécifiquement? Parce que même si là, tu te cherches un petit peu, tu aimes ton métier, c'est ce que tu disais. Ouais, c'est ça. Pourquoi ce métier-là? Alors, c'est pas marketing digital, juste pour préciser. Oui, excuse-moi, c'est Il n'y a pas de souci, mais c'est juste que vu que c'est rien à voir. Non, mais rien à voir. Moi, ce que j'aime, en fait, justement, c'est que c'est un métier très polyvalent. Vraiment, je trouve que ça mélange plein de compétences et plein de. En fait, le but du chef de produit ou du responsable marketing produit, c'est vraiment de gérer le produit dans tout son cycle de vie. Et du coup, dans le cycle de vie, il se passe plein de choses. Et donc, c'est vraiment hyper polyvalent. Chaque journée est différente. Ça mélange de l'analyse, de la créativité. On est vraiment amené à travailler avec énormément de personnes différentes. Donc, que ce soit en interne, où on est amené à travailler avec plein de services différents, et aussi en externe.
avec des fournisseurs, des prestataires de services, etc. Et aussi le fait que justement le responsable marketing produit, pour moi, il est vraiment au cœur de la stratégie de l'entreprise. Et ça, je trouve ça hyper stimulant en fait qu'on fasse quelque chose qui est entre guillemets qui est important. Ça me parle, mais voilà, on est au cœur de la stratégie puisque le rôle c'est de lancer, d'aider à vendre les produits. Donc forcément, bon après ça peut être aussi stressant et ça met de la pression parce que si le lancement n'est pas réussi ou si le produit n'atteint pas les performances qu'on souhaite, bon voilà. Mais je trouve que c'est un côté aussi hyper stimulant. Ok. Et du coup, donc tu disais chaque jour est différent. Est-ce que tu peux nous parler un peu? Alors, une journée type, c'est compliqué parce que voilà, il n'y a pas de journée type, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu vas être amené à faire sur une journée de travail, par exemple? Je vais plus un peu expliquer et après on peut. Une journée type pour moi c'est un peu compliqué, mais je peux expliquer en fait sur quel domaine intervient un chef de produit ou un responsable marketing produit. Voilà. Grosso modo, ça part du développement par exemple d'un nouveau produit ou la modification d'un produit existant. Justement, le rôle du chef de produit, c'est après tout dépend dans quelle entreprise on travaille quand même parce que le métier peut être différent selon les canaux de distribution d'entreprise. C'est-à-dire, est-ce qu'on vend directement aux clients? Est-ce qu'on vend en ligne? Est-ce qu'on vend en magasin? Vraiment, tout ça, ça va quand même impacter la façon de… Le travail peut être quand même assez sensiblement différent. Donc, moi, j'ai surtout travaillé, par exemple, avec des commerciaux. Donc, c'était des commerciaux qui vendaient les produits. Donc, par exemple, c'est ce que je dis, c'est que si on vend directement online, bon, ce sera différent. Voilà. Mais donc, du coup, moi, j'avais des personnes physiques pour me relayer ce qui fonctionne pas, en fait, ce qui va et ce qui fonctionne pas. Et donc, du coup, par exemple, ils vont me dire, voilà, tel produit, on a telle problématique, je sais pas, si on est très mal positionné niveau prix, soit il y a beaucoup de SAV, bref, etc. Et donc là, moi, mon rôle, ça va être d'essayer de voir comment on peut améliorer ça. Donc, le positionnement de prix, ça va être de regarder à quel prix sont les concurrents et voir comment nous, en interne, on peut baisser les coûts. Donc, si on travaille par exemple chez un fabricant, ça va être d'aller voir le bureau d'études et de voir les matières premières, voir si on peut améliorer quelque chose par rapport à ça, si on peut revoir la conception pour que peut-être en temps de production, ce soit moins long et que du coup, on gagne des coûts aussi par rapport à ça. Voilà. Là, c'est un exemple donné. Si du coup, on développe un nouveau produit, ça va de l'analyse des ventes, l'étude de marché. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, on lance une nouvelle porte d'entrée, ça va être de regarder sur le marché quels sont les acteurs qui font des portes d'entrée, qu'est-ce qu'ils font, et peut-être de voir là où il y a un intérêt pour nous de se positionner. Est-ce qu'il y a un manquant sur le marché ou est-ce que nous aussi, on a un savoir-faire différenciant par rapport aux autres et voilà, et de voir ce qu'on peut développer par rapport à ça. Et donc, après, moi, mon rôle, ça va être d'établir un cahier des charges. Okay. Donc, un cahier des charges, ça va être un peu comme une photographie type du produit idéal qu'on voudrait. Donc, on voudrait une porte d'entrée design qui se situe dans tel ordre de prix, qui soit facile à installer, par exemple, etc., etc. Et donc, après, moi, je transmets ce cahier des charges au bureau d'études qui va voir, lui, comment il peut faire ça en termes de fabrication. Et après, une fois qu'ils ont réussi à avancer sur ce sujet, ils vont développer un prototype. Et là, après, on va étudier grosso modo plusieurs prototypes jusqu'à arriver sur la version finale qui va convenir. Et une fois qu'on a le produit fini, ensuite on le référence. Donc en interne, c'est créer des références dans le système d'information, etc. Bon, ça, c'est pas forcément le chef de produit qui s'en occupe, mais ça peut être l'assistant chef de produit, ça peut être quelqu'un à l'informatique. Bon, après ça dépend des organisations. Et ensuite on définit tous les… ça, on l'a quand même défini un peu à l'avance, mais là on va rentrer un peu plus dans le sujet. Parce qu'à l'avance, dans le cahier des charges, on a, comme je disais, défini un prix de vente cible. Mais entre le prix de vente cible et finalement ce qu'on va obtenir par rapport à tous nos coûts de fonctionnement, on peut y avoir quand même une petite différence. Donc là, on définit vraiment à quel prix de vente on va commercialiser le produit, le niveau de marge, les prévisions de vente, combien on va en vendre, etc. Et ensuite, après, on passe à toute la partie promotion, lancement. Donc, c'est-à-dire que là, encore une fois, si on travaille avec des commerciaux, on va créer des argumentaires de vente pour que eux sachent bien vendre le produit. Et on va les former aussi aux nouveaux produits. Après, qu'il y ait des commerciaux ou pas, on fait des fiches techniques. On peut les faire soit sous forme de fiches techniques ou soit directement, par exemple, sur un site internet.
faire la fiche technique du produit. En tout cas, grosso modo, le chef de produit, il est responsable de la donnée produit. Donc, c'est lui l'expert de ces produits. Donc, s'il y a une question sur un produit donné, c'est vers lui qu'on va se tourner. Et c'est aussi lui, justement, qui va communiquer qui va briefer les autres services en interne. Par exemple, le service communication pour communiquer sur sa nouveauté ou tel. En fait, lui, il fait un plan marketing produit à l'année et il va expliquer selon, par exemple, la saisonnalité aussi des produits, sur quel produit communiquer à quel moment et quels arguments mettre en avant et sur quel canal aussi c'est pertinent de communiquer. Donc justement, il va briefer l'équipe web. Ça peut être aussi s'il y a un service de relations presse, etc. Voilà. Et ça peut aller, par exemple, si il y a des salons, choisir aussi les produits qu'on va exposer à un salon. Voilà. Grosso modo, j'ai un peu près résumé, je pense. Hyper intéressant. Et du coup, donc là, tu réfléchis à ton prochain challenge. Est-ce que c'est un métier qu'on peut facilement, par exemple, faire en télétravail, en remote, ou est-ce que tu trouves ça plus, on va dire, peut-être plus adéquat d'être vraiment dans l'entreprise assez régulièrement? Quel est ton avis sur le sujet? Alors, malheureusement, ce que je constate, c'est que c'est difficile de le faire en remote, mais plus, je pense, dans l'état d'esprit des entreprises. En fait, et puis ça dépend aussi de quelle tâche on a à faire. Par exemple, pour moi, pour la partie promotion, lancement, etc., on peut très bien le faire de chez soi. Par contre, c'est sûr que la partie développement de nouveaux produits, il y a un moment donné où il faut être physiquement, quand même, par exemple, aller à l'usine, voir le produit en vrai, quoi. Parce que, par exemple, justement, on sait très bien que si on commande 3 tables de salle à manger sur Internet, on peut avoir des niveaux de qualité très différents, juste sur photo. Donc, il faut quand même voir forcément les produits à un moment donné et quand même échanger avec les gens. Voilà. C'est quand même un métier qui n'est pas solitaire. Donc, justement, où on a quand même beaucoup besoin de communiquer avec les gens. Mais moi, j'aurais tendance à dire quand même que 3/4 peut se faire de chez soi. Voilà. Okay. Mais je pense qu'il faut, ponctuellement, en tout cas, aller physiquement voir les gens. Ok. Et d'un point de vue plutôt pratico-pratique, parce que je sais que c'est une question qui revient régulièrement dans nos lives, en termes de rémunération, comment est-ce qu'on est rémunéré sur ce type de métier? Alors, en général, on commence, quoi. Moi, je sais qu'en tout cas, quand j'ai commencé, après, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais je pense qu'on est quand même sensiblement dans les mêmes niveaux. Et puis, ça dépend aussi des régions, mais bon, sachant que quand même, la moitié, voire 3/4 des postes, c'est en région parisienne. Donc déjà, ça réduit le champ des possibles. Mais quand on démarre, on est plutôt, je pense, autour de 30 KE à l'année, 30 000 euros à l'année. Faut savoir aussi, par contre, qu'il y a quand même des grosses variables selon le secteur d'activité. Il y a vraiment quelques secteurs d'activité qui sont connus pour très bien rémunérer. Par exemple, l'automobile, le pharmaceutique, la banque, assurance. Ça, c'est quand même des secteurs d'activité qui rémunèrent bien. C'est vrai que si on est aussi dans des grosses entreprises où il y a des vraies grilles de rémunération, bon, on est mieux rémunéré aussi que dans une petite PME, quoi. Voilà. Donc, en grosso modo, voilà, c'est à peu près ça. Et puis après, plus on gagne en niveau d'expérience, je pense on peut atteindre 80, quelque chose comme ça. Après, pour passer au-dessus, souvent, c'est quand même des postes de management. Voilà. Ok. Donc, c'est entre 60 et 80 selon l'entreprise, selon seniorité, etc. Ok. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Susanna a lancé les questions, ça y est, et demande, alors elle a 2 questions. Comment est-ce qu'un responsable marketing produit source ses produits et ses fournisseurs, en première question. Et en deuxième question, elle te demande quels sont les tips quand on est prestataire pour se faire référencer. Comment il source ses produits et ses fournisseurs, là, c'est quand même un peu moins ma partie parce que moi, justement, je suis vraiment concentrée sur le marketing. Et donc, j'ai bossé en binôme avec des acheteurs. Ou alors, justement, quand on est côté fabricant, le sourcing, c'est les matières premières. Donc, c'est pas du tout mon boulot. Et là, c'est le bureau d'études où il y a un acheteur interne qui va aller sourcer de l'alu, du bois, je sais pas quoi, bref, par exemple, des panneaux de particules pour faire des tables. Là, c'est plus du tout mon sujet. Et du coup, moi, j'ai quand même bossé en binôme avec plusieurs acheteurs. Mais j'avoue que, franchement, je ne saurais pas trop répondre à cette question.
Parce qu'après, c'est des politiques internes, c'est-à-dire que tout dépend si on veut, par exemple, faire du sourcing en Chine pour avoir du low cost. Ça dépend pour quelle enseigne on travaille. Par exemple, on bosse sur Cdiscount. Oui, je pense que eux, moi, j'ai bossé, par exemple, allez, je vais donner mon expérience. J'ai bossé chez Bruno, JM Bruno, donc qui est un fourniturier de bureau, et où l'idée, c'est vrai que c'était pas dans mon domaine, mais j'avais une personne qui était aussi dans le mobilier de bureau, mais qui était plutôt, par exemple, sur les sièges de bureau. Et sur les sièges entrée de gamme, ils allaient sourcer en Chine. Voilà. Et donc, ils allaient tous les ans faire la tournée de les fournisseurs, à un salon, etc., etc. Si je peux quand même répondre, tiens, j'ai une idée qui me vient là. Les salons, c'est quand même un bon endroit pour sourcer des fournisseurs. Parce que, par exemple, dans le mobilier de bureau, il y a 2 grands salons. Il y a Orgatech qui se tient à Cologne, en Allemagne, tous les 2 ans. Et il y en a un aussi à Milan. Donc ça, c'est un très, très bon moyen quand même d'aller trouver des fournisseurs. Après, voilà, comme je dis, ça dépend beaucoup des politiques internes quand même. Donc, ça dépend de ce qu'on cherche, quoi, bref. Okay. Voilà. Et des tips pour se faire référencer, c'est pareil. Ça dépend des politiques internes. Moi, j'ai bossé, par exemple, dans une boîte où c'était parapublic. Donc là, c'était uniquement par appel d'offres. Donc, il fallait quand même déjà prendre rendez-vous avec les acheteurs, voir un peu justement comment étaient faits les appels d'offres pour voir un peu si les produits qu'eux allaient chercher, je veux dire, si les produits que proposait le fournisseur, ça pouvait matcher avec des produits qu'éventuellement les acheteurs allaient référencer. Mais je pense que c'est quand même une bonne approche qui fonctionne dans toute entreprise, c'est-à-dire déjà faire un rendez-vous de découverte, en fait. Pas forcément aller vendre ses produits à tout prix, mais déjà essayer de comprendre l'acheteur, ce qu'il va chercher ou quelle est justement la stratégie d'achat en interne pour comprendre, comme je dis, à quel niveau de prix ils sont, si c'est plutôt une entreprise qui va faire du bas de gamme, du moyen, du haut de gamme. Est-ce qu'ils ont une démarche éco-responsable ou pas forcément. Bon, voilà, comprendre un peu plus la culture de la boîte et la stratégie d'achat pour voir si l'entreprise peut matcher et si éventuellement vous pouvez aussi co-développer un produit en partenariat avec l'entreprise, parce que ça se fait aussi pas mal. Hein. C'est-à-dire, si finalement vous avez en tout cas, par exemple, les outils de fabrication vous pouvez, par exemple, vous avez déjà des tables, mais vous n'avez aucune table qui pourrait correspondre aux besoins de l'acheteur, vous pouvez très bien développer une table sur mesure qui va répondre à son cahier des charges, quoi. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Et du coup, est-ce que les responsables marketing produits sont assez ouverts pour les rendez-vous découvertes? Ça dépend des personnes, je pense. Franchement, je ne sais pas. Non, mais ça dépend des personnes, ça dépend à quel timing on arrive. C'est-à-dire s'ils sont en plein rush justement du sourcing, des appels d'offres, du référencement et tout ça, ils n'auront pas de temps à vous accorder. Il y a toujours en fait au long de l'année, il y a vraiment des cycles, quoi. Et donc il va y avoir des fenêtres qui vont être plus opportunes pour ce type de rendez-vous. Voilà. Okay. Peut-être y avoir 2 ou 3 mois, ils sont complètement sous l'eau, ils vont vous le dire, je pense, quoi. Voilà. Et puis de leur demander justement à quel moment ils auraient du temps à vous accorder pour. D'accord. Mais c'est peut-être pas un rendez-vous physique, ça peut être juste un appel au départ. Bon, je sais pas. Après, c'est vrai que ce qui est pas mal, c'est peut-être de se faire introduire par quelqu'un, notamment via LinkedIn ou des choses comme ça. Moi, je sais que j'avais quelqu'un qui m'avait contacté parce que, comme je disais, j'avais travaillé dans une centrale d'achat pour les établissements publics. Et c'est vrai que ça s'appelle l'UGAP et c'est une centrale d'achat, c'est un peu difficile d'y rentrer parce que c'est vraiment par appel d'offres, c'est régi par le code des marchés publics. Il y a énormément d'administratifs et de procédures internes. Et c'est vrai que si on ne connaît pas comment ça fonctionne, c'est pas simple. Et du coup, elle m'a demandé si j'étais dispo et on a fait une visio où elle m'a posé plein de questions. Je lui ai vraiment expliqué le fonctionnement. Bon, je lui ai donné aussi des contacts. Voilà. Mais. D'accord. Voilà. Oui, c'est vrai que ça dépend finalement. C'est dur de faire une généralisation là-dessus. Non, mais je pense que voilà, en résumé, il y a des bons timings et idéalement peut-être de se faire introduire. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Alors, on a 2 questions. Une de Clémence qui demande quelles sont les principales qualités pour devenir responsable marketing. Alors, je pense qu'il y a quand d'avoir une bonne communication, d'être à l'aise
par exemple, si on est quand même très introverti, je pense que ça peut être un peu compliqué parce que c'est vraiment un métier où on est amené quand même à contacter plein de gens. Faut être aussi, je pense, assez débrouillard quand même. Et il y a faut aimer quand même les chiffres. Parce que comme je dis, il y a une grosse partie, quoi. C'est pas de la communication, parce qu'il y a un peu d'amalgame, marketing, communication, voilà. Et moi, justement, j'adore le marketing parce qu'il y a beaucoup d'analyse, en fait. Mais si on aime la créa et tout ça, c'est plus comme quand même. Donc là, il y a de la création, mais pas, on n'est pas graphiste, quoi. Donc voilà, donc faut aimer les chiffres, faut aimer, comme je dis, rencontrer des gens, faut être à l'aise ou alors en tout cas essayer de le développer parce que bon, moi j'y étais pas forcément au début, mais on peut être amené quand même à faire des présentations publiques, des choses comme ça. Donc faut quand même être à l'aise à l'oral ou être ok pour le développer. D'accord. Merci beaucoup. Et du coup, Audrey demande, elle-même étant en pleine exploration, et responsable adjoint dans le prêt-à-porter, s'il faut des études spécifiques pour être responsable marketing produit. Bah oui, malheureusement, en tout cas en France, je pense. Je pense pas qu'on donne la chance quand même assez facilement, surtout que c'est des métiers quand même assez demandés. Donc souvent pour des annonces, il y a quand même beaucoup de gens qui postulent. Moi, je sais qu'au tout début, quand j'ai cherché mon premier boulot, il y a des fois, il y avait 300, ils recevaient 300, 600 CV, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est toujours le cas parce qu'il y a beaucoup de métiers qui sont développés sur le digital, etc., qui n'existaient pas à l'époque. Donc, le marketing était plus centré sur quelques métiers, quoi. Mais ça reste quand même des métiers qui attirent du monde et donc où il y a de la concurrence. Et donc, oui, je pense qu'il faut au moins faire, je sais pas, l'idéal, c'est d'avoir un bac plus 4 ou bac plus 5. Mais bon, quand on fait des reconversions, je ne sais pas exactement ce qui existe, mais ouais, l'alternance aussi peut être un super bon, je pense, levier, un bon tremplin, voilà. Parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de boîtes qui recrutent en alternance, et notamment dans le marketing. Oui. Donc, c'est vraiment une super bonne piste, je pense, en plus même pour soi, de découvrir le métier, quoi. D'avoir vraiment un pied en même temps qu'on fait les études. Donc, voilà. Super, merci beaucoup. C'est super parce que Lucille a une question qui m'a amené justement à une question que je voulais te poser. Lucille te demande quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans ton poste. Et en plus des difficultés, moi j'aimerais bien savoir quelles ont été tes hésitations avant de te lancer dans ce métier-là. Alors, j'ai pas eu d'hésitation, en fait, pour être honnête. C'est très beau. Non, mais en plus, parce que je suis quand même je fonctionne aussi comme ça. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'assez spontané, quoi. Donc, s'il y a quelque chose qui me plaît, j'y vais. Voilà, je me pose pas trop de questions, en fait. Et qu'effectivement, j'avais eu, en plus, je suis aussi quelqu'un où soit j'aime pas. Il n'y a pas trop d'intermédiaires. Et du coup, quand j'ai vraiment fait mon stage, je l'avais fait chez LG, donc en tant qu'assistant chef de produit, et j'ai adoré, en fait. J'ai vraiment tout aimé, à part éventuellement l'univers produit qui me parlait moins que ce que j'ai pu faire après. Mais j'ai vraiment tout aimé. Donc, du coup, non, franchement, je me suis pas posé de questions. Voilà. Et du coup, quelles sont finalement, donc pas d'hésitation, mais quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer dans ce métier-là? Les difficultés, il y en a plusieurs, mais j'avoue que je l'avais un petit peu travaillé cette question, mais je ne sais pas comment y répondre, parce que c'est vraiment des difficultés un peu personnelles, mais qui sont un peu plus larges que le métier en tant que tel, et qui fait justement que j'ai fait le parcours chance et que je me pose un peu des questions. C'est plutôt, je trouve, le monde, c'est plus le monde de l'entreprise, en fait, et le fait que cette fonction soit stratégique, du coup, tu te prends un peu en pleine figure tout ce côté politique, en fait, d'une entreprise. Et moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de politique. et je déteste les faux semblants et tout ça. Et c'est vrai que plus tu es dans quand même à un certain niveau de poste et plus tu es confronté à ça. Et moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui me dérange et qui me déplague et avec lequel je ne suis pas du tout à l'aise, en fait. Voilà. Et du coup, je trouve que ça va avec le pendant, mais qui du coup définit beaucoup ton quotidien, le fait d'avoir un bon manager. Parce que je trouve que ce côté très politisé de l'entreprise fait que les managers, souvent, je ne vais pas faire de caricature et tout, mais servent plutôt leurs propres intérêts que leur équipe, en fait.
Et du coup, voilà, ça peut amener quand même, je trouve, pas mal de difficultés. Ok. Ouais. Merci beaucoup. Et aussi le fait, quoi, ça c'est bon, là, voilà, carrément autre chose. Et ce que je trouve par contre dommage aussi, c'est que quand tu as travaillé dans un secteur d'activité, c'est très difficile d'en sortir. Parce que l'expertise du chef de produit, c'est vraiment de connaître le marché. Et du coup, bon, en France, mais peut-être aussi ailleurs, hein, déjà qu'en France, je trouve quand même, quand on recrute, on essaie souvent de trouver quelqu'un qui a fait exactement la même chose. Mais alors, en tant que chef de produit, c'est encore plus compliqué. Parce que vu que ta connaissance, c'est vrai que c'est le marché, bah, l'entreprise veut une personne qui connaisse le marché, quoi. On essaye, nous recruteurs, de s'améliorer sur ce point. On fait un peu notre mea culpa. Non, mais il y a plein d'entreprises différentes, hein. Donc là, je parle d'une majorité, mais heureusement, ça évolue. Mais je Bien vois sûr. aussi beaucoup de posts LinkedIn, justement, de recruteurs et qui, malheureusement, ont du mal à faire passer les messages aux entreprises, hein. C'est-à-dire que les cabinets de recrutement proposent plein de profils et à chaque fois, bon, voilà. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que je me dis, quand on est expert du marketing, on sait analyser un marché, peu importe comment il est, quoi. Je veux dire, on a acquis des compétences et donc ils sont transposables à n'importe quel secteur, en fait. Et du coup, bah, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on s'ennuie, quoi. Moi, je sais que au bout de 6 ans où j'étais dans le mobilier de bureau, bon, je connaissais tous les fournisseurs, je connaissais tout, en fait. Et en plus, c'est des univers comparés aux nouvelles techno qui évoluent moins vite. Donc, on peut pas dire qu'il y ait de nouveautés révolutionnaires non plus tous les 2 mois, quoi. Donc, Non, donc mais bon. je comprends tout à fait. Je vois tout à fait. Merci beaucoup pour ces réponses. Quelles ont été tes rencontres marquantes dans le cadre de ton métier? Des gens qui ont fait un peu la différence, qui t'ont inspiré? Alors, pareil, je suis désolée, mais j'en ai pas vraiment eu. Pas tout. J'ai plutôt eu des coups de cœur professionnels, Ouais. oui. Ça, Après, ça des rentre dans rencontres. les rencontres aussi, je trouve. Oui, mais après, je veux dire, en tout cas, j'ai pas fait de rencontres marquantes qui ont déterminé mon cursus, quoi. En fait, c'est ça que je veux dire, qui m'ont amené à évoluer vers tel autre. La seule rencontre marquante que j'ai faite, c'est ma prof d'anglais en terminale qui m'a dit, va étudier 1 an à l'étranger. Et ça, je la remercierai jamais assez. Mais à part ça, je me suis un peu laissée porter, hein, pour être assez honnête. C'est vrai que dans cet univers, en fait, on est approché quand même par pas mal de cabinets de recrutement, des chasseurs de tête. Et du coup, ça a beaucoup été comme ça. Voilà. Ok. À chaque fois que j'ai voulu changer, grosso modo, je mettais mon CV en ligne, on m'appelle. Bon, je postulais aussi, bien sûr, hein. Mais voilà, ça s'est beaucoup fait comme ça. Et donc, mes coups de cœur professionnels, ça a plutôt été des collègues, quoi. En fait, moi, j'adore travailler en équipe. Et notamment, j'ai managé, mais du coup, je bossais aussi en binôme avec elle, avec une graphiste, donc avec qui j'ai adoré bosser. Et on a bah, vraiment fait des projets en fait, on était dans une boîte où il y avait beaucoup de choses à faire, qui était en train de se réorganiser, etc. Donc, il y avait tout à créer. Il n'y avait pas de service marketing, etc. Et donc, on a tout créé un peu de zéro. Du coup, c'était hyper excitant de partir de zéro, de tout construire ensemble et puis de voir que ça fonctionne, en fait, de voir que c'est un succès et tout. Et donc voilà, après il y a eu justement chez Bruno, j'avais une acheteuse avec qui je bossais en binôme, avec qui je suis pareil toujours en contact, c'est une amie, voilà. Et pareil, en fait, on avait la même façon de voir les choses, on avançait dans le même sens, donc c'était hyper sympa de bosser ensemble. Voilà. Tu as quand même Donc eu ça des a plutôt rencontres été... marquantes, plus que inspirantes, Oui, mais voilà. marquantes qui Mais t'ont. c'est pas vraiment, voilà, quand on parle par exemple de ça, Oui. d'un mentor et tout ça, ça m'est pas arrivé. C'est ça Non, que je veux non, dire. voilà. Mais... Pas mentor, je pensais plus des gens qui t'ont, voilà, des rencontres qui t'ont marqué. Ouais, donc c'est parfait. Oui, oui. Tu as répondu à ma question. Alors Léna a posé une question qui m'amène à la question que je voulais te poser, qui est la question du sens. Tu as fait Chance, donc tu sais que chez Chance, pour nous, un métier qui a du sens, enfin un projet qui a du sens, c'est un projet qui a une 4 piliers: métier, finalité, environnement, impératif personnel. Donc moi, ma question, c'est quel est finalement le sens que tu trouves dans ton métier, et est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites poursuivre? Est-ce que tu souhaites poursuivre ce métier-là? Alors, tu as dit tout à l'heure que tu souhaitais peut-être le faire dans un autre environnement, sur un autre secteur finalement. Ou est-ce que c'est quelque chose justement, voilà, qui te pousse à faire... Est-ce que tu as envie de faire autre chose, ou c'est quelque chose que tu dois encore faire pendant longtemps?
Donc, Alors, non, finalement. pour le moment, j'ai pas envie de faire autre chose parce que vraiment, j'adore et je vais expliquer justement ce qui m'anime dans ce métier. Et je veux juste le faire en fait dans d'autres conditions. En fait, c'est plutôt Oui. ça. Et pas de façon vraiment différente puisque moi j'ai beaucoup bossé donc j'ai bossé côté fabricant et côté distributeur. Et quand j'étais côté fabricant, donc c'était des fabricants français. C'est toujours ce que je veux faire en fait. Justement, ce qui m'anime, c'est le produire local, c'est justement d'avoir une démarche. Alors, je voudrais peut-être aller plus loin en accompagnant des gens, par exemple, qui ont une démarche peut-être d'upcycling, de recyclage, bref, etc. Mais non, du coup, je veux quand même vraiment rester dans cette voie-là. Et en fait, du coup, pour répondre à ta question, l'un des trucs, par exemple, qui m'anime, c'est vraiment que j'ai une grande sensibilité esthétique. J'aime faire du beau et j'aime travailler sur des belles choses. Par exemple, tu vois, je me verrais pas du tout bosser chez Discount, l'exemple dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Bosser, par exemple, dans des trucs entrée de gamme ou même, justement, ma collègue, là, qui allait sourcer ses chaises pas chères en Chine, c'est pas du tout un truc qui me fait vibrer. Voilà. Et donc j'aime faire voilà du beau, donc j'aime utiliser justement cette sensibilité pour développer des nouveaux produits, justement en allant chercher des belles matières, en jouant sur les coloris, des choses comme ça, vraiment garder le design du produit. Pour aussi mettre justement en valeur les produits. Donc par exemple, j'adore une des parties qui m'éclate, c'est de faire tout ce qui est brief photo. Donc où tu choisis les produits que tu vas mettre en avant, les options, les coloris justement et le genre d'ambiance que tu veux. Donc tu donnes des exemples justement. Donc soit tu peux ce qui se fait beaucoup, c'est soit tu as un vrai photographe, soit des visuels 3D, mais du coup tu leur envoies quand même des esprits d'ambiance que tu voudrais. Et aussi justement, bon, moi vu que j'étais dans le B2B et pas mal par des commerciaux, ils vendaient sur catalogue. Donc je faisais aussi tout ce qui était, en fait, je produisais le catalogue de A à Z, quoi, grosso modo. Okay. Et donc du coup, je faisais aussi tout ce qui était brief pour la mise en page des catalogues. Et donc du coup, d'expliquer ce qu'il faut mettre en avant sur le produit, mais aussi quel genre de mise en page je veux, voilà. Et donc ça, c'est quelque chose que j'aime faire. Ce qui m'anime, en fait, franchement, au départ, quand je regarde quelle mission m'intéresse, c'est quand il y a tout à créer. Grosso modo, c'est vraiment le genre de contexte que j'adore. J'aime pas justement si la boîte, je sais pas si la gamme de produits se porte bien, qu'il faut juste l'entretenir, ça m'intéresse pas du tout. J'aime justement si ça va pas. Grosso modo, les produits sont en baisse, les ventes sont en baisse, ou alors justement on n'arrive pas à cibler telle cible client comme on fait. Voilà. Vraiment quand il y a un challenge en fait, c'est ça vraiment qui me stimule et qui a tout à réfléchir en fait, tout à penser et tout à créer de A à Z, quoi. J'aime aussi en fait justement gérer des projets de A à Z. Je parlais des catalogues, mais aussi un développement produit. Je trouve ça hyper intéressant de partir un peu de la phase idée et de voir après la réalisation. Donc que ce soit un nouveau produit, au départ tu l'as imaginé dans ta tête et puis après il est là physiquement, quoi, ton produit. Et puis après tu regardes les ventes et puis en plus tu vois que ça fonctionne. C'est quand même hyper gratifiant. Il y a les ventes, mais il y a aussi justement les retours en interne. Ça, c'est aussi quelque chose qui me stimule énormément, quoi. En interne des clients, j'ai souvent eu justement des avis positifs de gens qui me disent mais c'est génial, on a fait ça fonctionne hyper bien, nos clients sont hyper contents. C'est quand même hyper pareil gratifiant. J'aime aussi, en fait, j'en parlais quand même tout à l'heure, quand il y a tout à créer ou quand ça va pas. Donc, en fait, j'aime bien être aussi dans une logique d'amélioration, quoi. J'aime bien optimiser, améliorer, voir justement qu'il y a une faille quelque part ou qu'il y a une problématique et qu'il y a un truc à améliorer, en fait. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui m'intéresse. Ça y est, je crois que j'ai fait le tour. C'était super clair. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de choses à dire, désolée. Mais non, mais c'est passionnant. En tout cas, merci beaucoup. Nous n'avons plus de questions et moi j'ai fait le tour de mes questions. On a un petit peu dépassé le temps imparti. C'était super intéressant. Merci beaucoup. J'espère que ça a inspiré pas mal de participants. J'ai l'impression que oui. Je vais mettre dans le chat également un petit lien vers notre page d'entrée de chance puisque vous le savez, ces live métiers sont faits pour participer justement à cette solidarité, à cette entraide. On connaît tous quelqu'un qui nous a aidés à un moment donné dans notre vie professionnelle. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez participer à cette entraide. Il y aura également d'autres éditions de live métier dans les mois à venir. Merci à tous d'avoir participé. Merci Dorothée d'avoir pris quelques minutes. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir d'avoir des talents en live.
et surtout qui nous parlent aussi bien de leur métier. Donc, merci encore. Excellente journée à tous et vous pourrez retrouver également le replay ensuite de ce live si vous avez besoin. Je vous souhaite à tous. Avec plaisir. Et puis, en tout cas, les personnes qui sont connectées, qu'elles n'hésitent pas même à me poser des questions sur LinkedIn. Je suis disponible. Super. Merci beaucoup. Je souhaite à tous une très bonne journée. Bonne journée. Au revoir.